Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour démarrer ensemble cette 4e saison des podcasts de Postscriptum. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit très connu de Paris. Vous vous y êtes sans doute déjà promené maintes fois, ne serait-ce que pour admirer cette élégante tour Saint-Jacques, ou bien pour contempler ce splendide palais de la Conciergerie. Peut-être y êtes-vous passé, sortant de ce magnifique théâtre de la ville, ou tout simplement pour prendre le RER A au Halles parce que la ligne 1 a décidé de se mettre en panne à Louvre-Rivoli quand il fait nuit et froid, vous obligeant à faire toute une station à pied. Quand bien même la place du Châtelet, ce lieu qui nous paraît si commun, est aujourd'hui le centre de ce podcast. Mais pourquoi ? Postscriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Mais si, vous savez, c'est là que se tenait l'imposante masse du Grand Châtelet. Aujourd'hui, il ne reste plus rien depuis sa démolition au début du 19e siècle, ce qui nous permet d'avoir un point de vue imprenable sur les 4 tours médiévales du palais de la Cité d'ailleurs. Et c'était pourtant l'une des plus vieilles forteresses de Paris, sinon la plus vieille. En effet, on doit ces pierres à Louis VI le Gros au cours du XIIe siècle. Mais il y avait déjà une fortification en pierre ou en bois, d'ailleurs plus vraisemblablement auparavant. Transportons-nous au IXe siècle, lorsque Paris était concentré à l'intérieur de l'enceinte romaine de l'île de la Cité. Au-delà de la Seine, ce n'était que champs, bois, marais, villages ou ruines romaines. C'est le Paris que connurent tous les premiers rois francs, les Mérovingiens puis les Carolingiens. À l'époque, la capitale était accessible uniquement par 2 ponts en bois. Le petit pont au sud, dont le nom n'a d'ailleurs pas changé, et le grand pont au nord, devenu le pont au Change. Mais le 9e siècle est le siècle des grandes invasions vikings. De nombreux raids dans le nord de la Francie, et voilà que Paris est la cible de ces hommes du nord. Les sièges vont se succéder autour de Paris au cours de ce siècle. Depuis la venue de Ragnar Lodbrok, le viking assiégeant Paris, toute la population craint la vision de ces dracars élancés sur la Seine. Charles le Chauve, roi des Francs, prend les choses en main. Pour protéger la ville, il rénove les murs romains. Pour le petit pont, il fait construire un petit châtelet, en bois évidemment. Et pour le grand pont, le grand châtelet, c'est assez logique. Mais alors c'est très redoutable, les Vikings ne parviennent pas à s'emparer des défenses de la ville. Ils y passent du temps, beaucoup de temps, et cela leur coûte des vies. Un petit coup de pouce cependant vient les aider. C'est en hiver 886 et la Seine est en crue, emportant avec son courant le petit pont de bois. Ce qui rend fort aise, vous vous en doutez, la petite garnison de soldats qui se trouvait sur le petit Châtelet. De l'autre côté de la Seine donc. Sans aucune communication, ni soutien de la ville puisqu'elle est séparée par la Seine, les petits soldats francs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Évidemment, il n'en faut pas plus pour les Vikings d'entamer les réjouissances et de passer un à un au fil de leur hache les 12 soldats restés coincés à l'intérieur. Voilà comment le petit Châtelet est pris. Il fallait bien au cours de ce podcast une petite anecdote puisque c'est le credo de Postscriptum. À part les ponts qui s'écroulent, le Grand Châtelet, lui, tient bon. Désormais, les Vikings se font moins audacieux et n'osent plus tellement s'en prendre aux nouvelles défenses du Paris carolingien. Les siècles s'écoulent et Paris sort de ces vieilles murailles romaines. Les villages qui étaient autour, des églises Saint-Gervais, Saint-Germain, près du Châtelet, deviennent partie intégrante de la ville finalement. La vieille fortification est absorbée par l'urbanisation et même cet avant-poste ne sert en réalité plus vraiment puisque le temps des grandes invasions est révolu. Il n'empêche que les Parisiens sont fiers et enorgueillis de leur Châtelet qui a tenu tête si vaillamment aux redoutables Danois. Au XIIe siècle, le roi c'est Louis VI. Il fait du vieux Châtelet un symbole fort de la ville, en le reconstruisant en pierre, puisque la mode est à la pierre. Il en fait de même d'ailleurs pour le petit Châtelet sur la rive gauche. Donc ce grand Châtelet, c'était une véritable forteresse imprenable, avec des tours, de hauts remparts cernés de fossés alimentés par la Seine. C'est la place forte médiévale par excellence. C'est ici que l'on installe les comtes de Paris, les seigneurs des Parisiens si vous voulez.
Et c'est un symbole, une sorte de mémoire, que de loger les comtes de Paris dans ce bâtiment de défense contre les Vikings, quand on sait que leurs prédécesseurs, les plus connus, sont ceux qui ont si vaillamment protégé la ville de ses assaillants, le comte Eudes, Robert le Fort et tant d'autres. C'est en quelque sorte rendre hommage à la fonction des comtes de Paris. Voilà pourquoi, lorsque leurs fonctions seront transmises petit à petit au prévôt de Paris, institué dès le XIIe siècle, ils s'estiment descendants en quelque sorte de l'aura des comtes, reprenant ainsi tout ce qui caractérisait leurs fonctions, et notamment le fait de siéger au Châtelet. Cette silhouette castrale imposante se dresse tel un arc de triomphe aux yeux des Parisiens. Et la douleur abîme mon esprit. C'était un extrait du magnifique chant du XIIe siècle, interprété par la Capella Real de Catalunya et Jordi Savall. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. Nous traversons les siècles avec notre histoire du Grand Châtelet et la construction de l'enceinte de Philippe Auguste est une sorte de révolution de situation pour ce Châtelet. Vers la fin du XIIe siècle, la rive droite est désormais encerclée par de hauts remparts de plus de 10 mètres de haut, des tours tous les 60 mètres et des portes fortifiées. Paris est donc une forteresse en lui-même. Le Grand Châtelet, qui depuis déjà des siècles ne défendait plus grand-chose, se retrouve tout seul en plein milieu d'une ville qui s'étend sur plus de 240 hectares. Maintenant, les ponts se multiplient autour de l'île de la Cité. Il est bien loin, désormais, le temps où le Châtelet avait le noble rôle de défendre la population avec son vieux pont de bois.
Plus encombrant qu'autre chose, la juridiction du prévôt de Paris siège alors au Châtelet, au plus près du prévôt. Cette proximité est un gage de rapidité, d'efficacité. Cette administration devenant grandissante, Saint-Louis fait agrandir le Châtelet pour loger la justice criminelle et la police. En effet, le prévôt de Paris joue le rôle d'un bailli. Il est donc directement rattaché au roi. Qui dit justice et police dit aussi prison, tribunal et question. Et oui, vous savez, la question est le procédé par lequel on fait avouer aux criminels leurs méfaits par divers moyens, et notamment, vous connaissez bien, la torture. En réalité, son usage était beaucoup plus rare que ce que l'on peut s'imaginer. Il suffisait généralement de déballer les outils pour que le questionné se mette à parler. Après, s'il ne parlait pas, en effet, les procédures s'enchaînaient, avec elles leur lot de souffrances. On peut donc avoir une image quelque peu stéréotypée du Châtelet. C'est une vieille masse de pierre intimidante d'où pouvaient s'échapper de temps en temps quelques cris des suppliciés. On peut se consoler en pensant que les torturés n'étaient pas là par hasard. C'est le cas de Damiens, celui qui a tenté d'assassiner le roi Louis XV en 1757. Bon, nous n'allons pas nous attarder dans cette partie du Châtelet si vos oreilles n'en peuvent plus d'entendre ces cris infernaux. Je vous emmène dans un endroit beaucoup plus calme. Oui, en effet, la morgue est plutôt calme. Voilà. Le dépôt de cadavres au Châtelet date de la fin du XIVe siècle, où l'on réserve une des bases geôles pour l'identification des cadavres. Au fil des siècles, la morgue devient une institution de première nécessité pour le Châtelet. En effet, plus d'une quinzaine de cadavres par jour y entraient jusqu'au XVIIIe siècle, 15 cadavres par jour. Aussi, pour laver cette quantité astronomique de corps, il fallait de l'emploi, de la main-d'œuvre, si l'on peut dire. Ce fut celui des filles, des jeunes filles de l'hôpital de Sainte-Catherine, non loin de là, qui en avaient reçu la charge. Alors tous ces corps, lorsqu'ils ne pouvaient pas être identifiés, étaient d'emblée envoyés au cimetière des Saints-Innocents. À l'époque, c'était le plus grand de Paris. Aujourd'hui, vous pouvez voir la fontaine des Saints-Innocents qui marque l'emplacement, globalement, de ce grand cimetière, de ce grand charnier. On peut donc imaginer un certain axe routier mortuaire qui quotidiennement charriait plusieurs charrettes de cadavres entre le Châtelet et le cimetière des Innocents. Un spectacle tout à fait saisissant, n'est-ce pas ? Bon, pour ce qui est de la prison, alors oui, parce que ce n'est pas fini, le Châtelet a de la ressource, ça n'a pas fini de nous surprendre, cette prison est bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La plupart du temps, ce sont de brefs passages dans les geôles du Châtelet, 48 heures, une semaine, rarement plus, 2 semaines, grand maximum. Il est finalement assez rare d'y rester plusieurs mois, ou alors même plusieurs années. En effet, la prison n'est pas la première finalité pour une cour de justice au Moyen-Âge. On ne voit d'ailleurs pas tellement l'intérêt de ce procédé. On estime ainsi que 70% des prisonniers du Châtelet sortent au bout d'une journée. Cependant, les motifs pour emprisonner sont beaucoup plus larges. Rixe de rue, vol à l'étalage, ou bien le fait d'être endetté aussi peut être un motif, ou encore le port ou non d'une couleur ou d'un motif sur un vêtement, notamment pour les prostituées, car en effet le métier avait des codes vestimentaires et il fallait les respecter. Alors certes, les séjours en prison étaient globalement similaires aujourd'hui à une garde à vue, mais les cas étaient beaucoup plus fréquents. La plupart des geôles sont des chambres communes pour le séjour les plus courts et d'autres ont leur petit nom. La Beauvoir, les Chênes, la Motte, la Salle. Mais les plus horribles portaient un nom à leur image évidemment. Le Puits, les Oubliettes ou bien encore la Fosse, qui était un cône renversé. On ne pouvait donc pas se coucher ni se tenir debout dans ce cône. Avec les pieds dans l'eau, on y pataugeait dans l'eau, on y mourait selon les sources en 2 semaines. Voilà. Voilà donc l'image de la prison du Châtelet et d'ailleurs de toute autre prison parisienne ou médiévale. Si on voulait mettre des noms sur ces prisonniers du Châtelet, on pourrait citer le célèbre poète François Villon, qui fut emprisonné jusqu'à 2 fois dans sa vie. Oui, on peut dire qu'il y était abonné. Nous avons aussi le poète Clément Marot, Michel d'Amboise, lui aussi poète tant qu'à faire, et puis Molière, et oui, en 1645. Après tout, ce tableau que je vous dépeins du Châtelet n'est finalement pas si extraordinaire que ça. C'est une prison, une grande prison certes, mais c'est une prison comme une autre pour l'époque, dans laquelle les institutions juridiques se développent à foison. Mais en réalité, l'image sinistre que le Châtelet va acquérir au cours des siècles ne vient pas que de son aura.
Elle vient aussi de son quartier et de l'ambiance qui découle, l'ambiance générale de cette partie de la ville. Nous avons vu le cimetière des Innocents, non loin de là, voilà un grand charnier à ciel ouvert, mais voyons plus près, beaucoup plus près. Je vous parle de la grande boucherie de Paris. Cette grande boucherie était immense et occupait toute la place devant le Châtelet. C'était pourtant le fleuron de la richissime corporation des bouchers de Paris durant tout le Moyen-Âge et même après. Et ainsi, la grande boucherie tournait à plein régime tous les jours. Cela allait de l'abattoir le plus sommaire au lieu de vente de la marchandise, et tout ça dans un même lieu, au même endroit. À l'origine, elle s'était installée ici, près de la Seine, à l'extérieur de Paris, quand Paris n'était que sur l'île de la Cité. D'une part, pour abreuver les bestiaux qui avaient fait une longue marche jusqu'à la phase terminale de leur parcours, et d'autre part, pour user du courant de la Seine comme évacuation de tous les déchets animaux et autres. Des dizaines, voire des centaines d'animaux chaque jour finissaient leur jour près du Châtelet. Alors imaginons l'ambiance du quartier, voulez-vous, des cris de bestiaux égorgés. Avec l'odeur, évidemment, ça ne serait pas amusant sinon. Au sol, c'est un mélange de sang, de bovins et d'excréments en tout genre. Tout cela assombri par les pierres salies du Grand Châtelet qui mêlent à tout cela une odeur nauséabonde des corps venant de la morgue et des cris s'échappant des geôles où la torture était pratiquée. Voilà donc pourquoi la place du Châtelet d'autrefois n'avait pas l'attractivité que l'on peut lui concéder de nos jours. C'est en tout cas un quartier typique de la capitale médiévale et d'Ancien Régime. Je voudrais vous partager une citation célèbre de l'historien de Paris Jacques Hilleret concernant le mauvais état dans lequel le Châtelet et son environnement furent réduits au fil du temps. Je cite donc « Le Grand Châtelet fut, après le gibet de Montfaucon, l'édifice le plus sinistre de Paris, tant par sa physionomie et sa destination que par son voisinage qui faisait de ce quartier le plus fétide de la capitale. » Tout cela est cependant balayé d'un revers de main lorsque le Châtelet se fait démolir entre 1802 et 1810. Durant son histoire, le Grand Châtelet se situe aux yeux des Parisiens entre gloire, on l'a vu, histoire et une certaine honte finalement. Mais cependant, gardons un œil sur le passé de la ville, celui qui fait notre capitale d'aujourd'hui. Pour la prochaine fois, je vous laisse deviner ce dont nous allons parler. Et oui, nous avons parlé ici des bouchers, alors il va de soi d'éclairer le vaste et passionnant sujet des corporations parisiennes au Moyen-Âge. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et portez-vous bien. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau.